Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à l'intelligence artificielle, mais sous un angle un peu différent. Oui, On oublie un instant, disons, les algorithmes, les prouesses techniques, pour regarder le facteur humain, ce travail essentiel, souvent invisible, qui fait tourner l'IA. exactement. Et notre exploration nous mène à Madagascar. C'est devenu, assez discrètement d'ailleurs, une plaque tournante majeure pour l'entraînement des IA des grands noms de la tech. Tout à fait. On a souvent cette image de l'IA comme quelque chose d'immatériel, purement logiciel, mais en réalité, derrière, il y a énormément de travail humain. Surtout pour l'annotation de données, c'est crucial pour l'apprentissage machine. C'est ça. Et Madagascar est vraiment un épicentre pour ça. Les sources qu'on a consultées, elles montrent une image très contrastée. Pays qui fait face à une grande pauvreté, Oui, et de l'autre, la précarité de beaucoup de ses travailleurs, les questions éthiques qui se posent, et puis aussi quelque chose de plus positif peut-être, l'émergence d'une ambition locale, une volonté de s'approprier la technologie, de parler souveraineté numérique. c'est tout à fait ça. Alors commençons par ces fameux travailleurs du clic. Qui sont-ils? Oui, on les appelle souvent les petites mains de l'IA. D'après les infos qu'on a, ils seraient à peu près 100 000 à Madagascar. C'est une estimation, bien sûr. 100 000 personnes. Et leurs situations sont très diverses. Ça va de la vraie galère quotidienne à une position qui, localement, est vue comme un peu privilégiée. C'est vraiment une économie à deux visages. Pour comprendre cette dualité, prenons un cas, celui de David Rapp-Thompson. Il a 32 ans, il vit à Antananarivo. Oui, Son quotidien, c'est la débrouille, quoi. Il gère un petit snack la journée et après 16 heures, il devient annotateur de données. d'accord. Son travail, c'est identifier, étiqueter des éléments sur des photos, des signes, des voitures, des parasols, pour que les IA apprennent à les reconnaître. C'est très minutieux. Un travail de fourmi en quelque sorte. Et la rémunération, elle est comment? Alors là, c'est là que ça coince. J'imagine. On parle d'environ 1 euro pour 3 heures de travail. Ça varie un peu selon la complexité, mais bon, 1 euro pour 3 heures. C'est très peu. c'est très peu. Souvent dans des conditions matérielles difficiles. Et pourtant, ce qui est fou, c'est que David, il incarne aussi l'espoir. Malgré tout ça, il rêve de créer sa propre boîte d'IA un jour. Ah oui, c'est frappant ce contraste. Ça montre une certaine résilience, une ambition malgré tout. C'est ça. Et à l'opposé, on a Elina, 25 ans. Elle, son cas illustre plutôt le côté opportunité du secteur. D'accord. Elle est salariée en contrat dans une boîte de BPO, Business Process Outsourcing. Ok, donc un cadre plus formel. Oui. Et elle a des avantages non négligeables là-bas. Le transport est payé, elle travaille dans des bureaux modernes. C'est un statut considéré comme enviable. Et elle fait quoi exactement? Elle entraîne une IA à vérifier des factures. Mais attention, l'objectif, c'est 1500 documents par jour. 1500 par jour, ah oui, la cadence doit être intense. J'imagine une pression énorme. Et son salaire? Alors elle gagne environ 120 euros par mois, ce qui est nettement au-dessus du salaire moyen national qui tourne autour de 80 euros. Donc 120 euros, c'est mieux que 80, mais ça reste très bas à l'échelle internationale. Bien sûr, mais il faut replacer ça dans le contexte malgache. Quand on sait que les 3/4 de la population vivent sous le seuil de pauvreté, 120 euros c'est une somme qui compte. Oui, je vois. C'est ce différentiel qui explique pourquoi ce secteur attire autant, surtout les jeunes diplômés. Ils y voient une porte de sortie, une chance d'améliorer leur vie. Même si, oui, la pression est forte. 1500 documents, on imagine le rythme effréné, ça doit être usant. C'est une pression énorme, oui. Et c'est là où l'on voit que même cette opportunité reste précaire d'un point de vue extérieur. Le gain, c'est souvent par rapport à une pauvreté encore plus grande, pas une vraie prospérité. Cette situation nous amène directement aux zones grises, n'est-ce pas? Aux Oui. questions d'éthique. Inévitablement. C'est le grand paradoxe. Une industrie richissime, à la pointe, qui repose sur une main-d'œuvre très bon marché, dans des conditions souvent très dures, voire de l'exploitation. Parce que le cas d'Elina, c'est plutôt l'exception alors. Disons que c'est le haut du panier. Pour beaucoup d'autres, la réalité est différente. On parle de gens sans contrat ou avec des contrats hyper précaires, sans aucune protection sociale. J'ai lu un témoignage anonyme dans les sources, c'était assez édifiant. La personne décrivait un travail abrutissant. Cliquer, 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 disait-elle. Oui. Des horaires de nuit pour coller aux clients étrangers, un salaire qui plafonne à 80 euros malgré les promesses,
une pression constante et si tu râles un peu, hop, dehors. Malheureusement, ce genre de situation n'est pas rare. C'est difficile d'avoir des chiffres exacts vu que beaucoup de travail est informel, mais oui, ça concerne une part importante des travailleurs. Surtout ceux qui sont indépendants ou qui passent par des intermédiaires pas très regardants. Et ce témoignage révélait un truc encore plus troublant sur la nature du travail. On leur vendait ça comme de l'IA, mais... Ah oui, l'histoire de la détection de vol. C'est incroyable. On leur dit « Vous allez entraîner une IA pour détecter les vols en supermarché ». C'est ça. Sauf qu'en réalité, leur boulot, c'était de regarder des écrans de vidéosurveillance en direct et de surveiller les clients de magasins à l'étranger, manuellement. Donc, zéro IA là-dedans. Zéro. La Tarsat-Viti elle-même, ce n'était pas du tout de l'IA. C'est ce qu'on appelle parfois le pseudo-AI, ou l'effet magicien d'Oz. On cache le travail humain derrière un rideau technologique. Ça fait froid dans le dos quand même. L'étiquette IA qui sert à masquer du travail à la chaîne finalement. Exactement. Est-ce que ces conditions, ces zones grises, ça a eu des conséquences? Est-ce que les grandes boîtes de tech ont réagi? Oui, il y a eu des réactions. Face aux risques pour leur image, aux accusations d'exploitation, certaines grosses entreprises, comme Amazon par exemple, ont officiellement pris leur distance. C'est-à-dire? Elles ont mis Madagascar sur une sorte de liste noire. En théorie, on ne peut plus accéder à leur plateforme de micro-travail IA type Amazon Mechanical Turk depuis Madagascar. Ah d'accord, pour éviter les problèmes. Voilà. Sauf que Ça n'a sûrement pas arrêté le travail, si les gens ont besoin de bosser. ben non, pas du tout. Ça a juste créé un marché parallèle, un système D pour contourner l'interdiction. Comment ça marche? On a l'exemple de Danny, 37 ans. Il raconte avoir dû payer 600 €, une somme énorme là-bas, pour acheter son premier compte sur une plateforme, via un intermédiaire en Inde. 600 €? Oui. Et puis, il s'est senti exploité. Alors, il a changé de stratégie. Il a investi, racheté plusieurs comptes. Et il est devenu lui-même intermédiaire. Ah, le système se reproduit. C'est ça. Il loue ou revend ses comptes à d'autres malgaches en prenant sa commission au passage. L'interdiction crée un marché noir qui crée de nouveaux intermédiaires. C'est un cercle vicieux d'exploitation en cascade. C'est assez sombre comme tableau. Mais tout n'est pas noir, si. Il y a aussi des initiatives locales qui essayent de changer la donne. Heureusement, oui. Il y a une vraie volonté de sortir de ce rôle de simple exécutant, de reprendre un peu la main. Ça passe d'abord beaucoup par la formation. Ah, Oui. L'IA s'intéresse énormément les jeunes à Madagascar. Du coup, des formations se développent dans les universités, mais aussi dans des écoles plus spécialisées, comme l'antenne locale de l'école 42 par exemple. l'idée c'est de former des gens qui ne feront plus seulement de l'étiquetage, mais qui pourront concevoir des systèmes, passer des petites mains au cerveau en quelque sorte. C'est exactement ça l'ambition. Former des développeurs, des ingénieurs, des data scientists malgaches. Des gens capables de créer leurs propres solutions IA, de monter en gamme en valeur ajoutée. Sortir du travail répétitif pour devenir de vrais acteurs de l'innovation. Et ça se concrétise, il y a des projets qui vont dans ce sens. J'ai noté l'association Mada All Star. Oui, Mada All Star, fondée par un certain Dimitri. Eux, ils essaient d'apporter de l'éthique, une forme de régulation. Ils fonctionnent comme un tiers de confiance entre les travailleurs et les entreprises. Comment? Ils ont une charte éthique, ils essaient de garantir de meilleures conditions, une paix plus juste. L'idée, c'est à la fois de protéger les travailleurs des abus et de connecter les talents locaux avec des entreprises sérieuses. C'est une tentative de structurer le marché de façon plus saine. Un peu tout ça. Et il y a aussi ceux qui vont encore plus loin, qui créent leur propre IA. Tout à fait. C'est le cas de Fitia et Fassou, deux ingénieurs qui ont monté le LIAM, le laboratoire d'intelligence artificielle de Madagascar. L'IAM. Oui. Et eux, leur approche est différente. Ils n'annotent pas pour les autres, ils développent leurs propres IA. Ah, carrément. Et ils font quoi avec des applications concrètes? Oui, et très ancrés dans les besoins locaux. L'exemple qu'on a, c'est une appli mobile pour les agriculteurs malgaches. Pour l'agriculture. Oui, l'appli permet avec une simple photo d'une feuille de manioc, qui est une culture super importante là-bas, de détecter des maladies de la plante très tôt. Ah, c'est génial ça. Ben oui, c'est une solution à penser localement, pour un problème local. Ça peut vraiment aider les petits agriculteurs qui n'ont pas accès à des experts. Leur message, c'est un peu regardez, on n'est pas juste bon à cliquer sur des images, on sait aussi créer notre propre intelligence artificielle. C'est fort comme message. Passer de sous-traitant à créateur. C'est un changement fondamental pour l'avenir, oui. Et face à tout ça, l'État malgache, il se positionne comment? Il accompagne ce mouvement? Il regarde de loin? Le gouvernement, il semble un peu jongler. D'un côté, il voit bien le potentiel économique de l'IA, c'est indéniable. Oui.
D'un autre côté, il est conscient des énormes défis. La ministre des Télécos de l'époque, Stéphanie Delmo, mettait en avant l'atout de la main-d'œuvre jeune, formée et, bon, faut le dire, peu coûteuse. Le salaire minimum officiel, c'est autour de 55 € par mois. Cet argument du faible coût, c'est toujours à double tranchant, non? Ça attire les entreprises, mais quid de la protection des travailleurs? Exactement. C'est tout l'enjeu. Les grands chantiers pour l'État, ils sont là. D'abord, sortir ce secteur de l'informel. On parle de 80% de l'activité qui échappe à toute règle. 80%, c'est énorme. Donc, il faut encadrer le statut de ces travailleurs, leur donner des droits, une protection sociale minimale, c'est la base. Et j'imagine que c'est aussi une condition pour attirer des investisseurs plus sérieux, plus soucieux de leur image. Bien sûr. Si Madagascar veut attirer des entreprises crédibles, qui cherchent un environnement stable et éthique, il faut un cadre légal clair. Il faut réguler les plateformes, rendre les contrats transparents, lutter contre les intermédiaires véreux. Le but, c'est que ça profite vraiment au pays, à la population, pas juste à quelques-uns. C'est ça. Que la valeur ajoutée reste un peu sur place et ne soit pas juste extraite. Donc si on résume un peu, Madagascar est au cœur d'un sacré paradoxe. C'est un maillon essentiel de l'IA mondiale, mais un maillon invisible, souvent précaire. Oui. Et en même temps, c'est un endroit plein d'énergie, d'innovation, avec une jeunesse qui rêve de dépasser ce rôle d'exécutant pour devenir créatrice de technologie. C'est exactement cette tension qu'on observe. D'un côté, la nécessité économique immédiate, qui pousse à accepter des boulots difficiles dans un marché largement informel, avec les risques d'exploitation que ça comporte. Oui. Et de l'autre, cette aspiration très forte d'une nouvelle génération à maîtriser la technologie, à être autonome, à créer des solutions qui répondent aux besoins de Madagascar. L'avenir de l'IA là-bas est donc loin d'être écrit, ça se joue maintenant dans cette confrontation. Tout à fait. Et cette situation malgache, au fond, elle nous renvoie à une question beaucoup plus large, une question qui concerne toute l'IA mondiale. Ah oui, laquelle? Mais tout ce qu'on vient de voir, ça nous interroge sur ce qu'on entend par IA éthique. Est-ce qu'on peut vraiment construire une intelligence artificielle mondiale qu'on dit éthique? Oui. Si à la base même de cette construction, il y a des hommes et des femmes dont la dignité, les conditions de travail, la juste rémunération ne sont pas garanties, peu importe où ils se trouvent sur la planète. C'est une question fondamentale en effet. La question de la reconnaissance, de la valorisation de toutes les contributions humaines à l'IA, elle reste complètement ouverte. Une réflexion essentielle à poursuivre. Merci beaucoup pour cet éclairage très détaillé. Merci à vous.